La politique de la protection de l'enfance relève de la compétence des conseils départementaux. Pour en parler, j'invite nos trois invités. Vera Briand, vice-présidente du département d'Ille-et-Vilaine, en charge de la protection de l'enfance. Bienvenue à vous. Gwenaëlle Legal, assistante familiale. Bienvenue aussi. Elias Loufoque, auteur du livre Dans l'enfer des foyers, membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Et pour les interroger, j'appelle Laetitia Greffier, journaliste à Ouest France. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette table ronde de la deuxième journée des Assises nationales de la citoyenneté. Caroline l'a dit en préambule, selon les chiffres de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, donc le nombre de mineurs qui bénéficient aujourd'hui d'une prestation ou d'une mesure relevant de la protection de l'enfance est estimé à 340 000 enfants. Aujourd'hui, la protection de l'enfance relève de la compétence des conseils départementaux. Et je rappelle que la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. Je vais démarrer par Lies Loufoque, qui est un ancien enfant placé, qui en a parlé dans un livre co-signé avec Sophie Blandinière qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers », où vous avez raconté votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours personnel ? Je rappelle que, vous êtes également membre du Conseil national pour la protection de l'enfance. L'enfance, ouais. Merci. Merci pour l'invitation. Ça va être compliqué de résumer 18 ans de placement en 10 minutes. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai été placé à la naissance parce que ma mère biologique a une maladie mentale. Et j'ai été, dès la naissance, en pouponnière et puis en famille d'accueil. Mon parcours, il est un peu particulier puisque ma mère, ayant une maladie mentale, elle était sous tutelle, mais elle a quand même conservé l'autorité parentale, donc j'ai été placé jusqu'à ma majorité et je n'ai pas pu être adopté. Et mon parcours a été jalonné de beaucoup de ruptures puisque j'ai fait 4 familles d'accueil, 4 foyers, avec les conséquences que cela entraîne évidemment, cette instabilité. Donc j'ai été dans une première famille d'accueil qui était extrêmement aimante, qui m'a apporté beaucoup d'amour jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans à peu près. Et j'ai dû partir de chez elle parce qu'elle a déménagé dans le sud de la France pour des raisons professionnelles. Elle avait fait la demande au service d'aide sociale à l'enfance de maintenir mon placement, mais dans le sud, puisqu'à cette époque, je ne connaissais pas ma mère. Et ça lui a été refusé parce que ma mère habitant en région parisienne, il fallait que mon lieu de placement corresponde voilà, à une zone géographique plutôt proche de chez elle. Et j'en suis parti pour aller dans une deuxième famille d'accueil, donc pas très loin des Yvelines, puisque moi j'étais placé dans le département des Yvelines. Et donc cette famille d'accueil, elle était dans l'Eure-et-Loire. Et c'était une famille d'accueil extrêmement maltraitante. Pendant 2 années, les services de protection de l'enfance n'ont pas vu ce qui se passait pour moi. Je n'allais pas ni à l'école maternelle, ni n'avais le droit de sortir. J'ai été dans une pièce qu'on ne pourrait à peine qualifier de chambre, puisqu'il n'y avait qu'un morceau de polystyrène sur le sol. Et il arrivait qu'elle me laisse parfois pendant plusieurs jours m'uriner dessus ou faire mes besoins sur moi, et qu'elle revienne au bout de plusieurs jours pour me faire prendre des douches froides, des douches très chaudes. Enfin bon, donc c'était quelqu'un d'extrêmement maltraitant et méchant. Et il a fallu 2 ans à mon éducatrice pour s'en rendre compte, et j'en suis parti pour aller dans une troisième famille d'accueil. Mais j'étais un enfant qui était déjà assez cassé par ce que je venais de vivre, et donc j'étais turbulent, agressif. Et on m'a mis à cette époque sous Valium, sous Tertian, sous Risperdal, donc c'est des médicaments qui sont très forts et qui, à l'époque, avaient pour objectif de me calmer. Et moi, c'était quelque chose qui était très difficile à vivre parce que quand on prend ce genre d'antipsychotiques, alors que je n'étais pas diagnostiqué d'une quelconque maladie, hein, par ailleurs, j'avais une prise de poids très importante.
Donc un mal-être assez profond, et tout ça renforçait une forme d'agressivité. Puis ça coïncidait aussi à la période où on m'a annoncé que j'avais une mère. Et comme ma mère étant malade, j'ai grandi avec cette idée qu'elle m'avait elle-même rendu malade en fait. Et donc jusqu'à un moment où j'ai commencé à faire des fugues à l'âge de 8 ans, et puis là je suis allé dans un foyer, puisque ma famille d'accueil n'arrivait plus à me protéger. Et dans ce foyer, j'y ai découvert une autre violence, la violence entre enfants et la violence des professionnels contre les enfants, à l'encontre des enfants. Donc la première année, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je prenne mes marques. Je ne connaissais pas les codes de vie en collectif, en collectivité. Et j'étais plutôt une victime, on va dire. À ce moment-là, je me laissais beaucoup faire. Et donc la première année, j'ai été victime de viol par un enfant qui était beaucoup plus âgé que moi, puisque c'était un foyer qui accueillait des enfants de 3 à 18 ans. Et donc le dernier étage était réservé à ceux qui allaient être majeurs, donc ceux qui avaient entre 16 et 18 ans. Et c'était un jeune de cet étage-là. Donc la première année s'était très mal passée. Puis il y a un moment où j'ai compris que pour m'en sortir, puisque dans ce foyer j'ai aussi été confronté au suicide d'une de mes amies qui vivait les mêmes choses que moi. J'ai compris que pour m'en sortir, il fallait que j'inverse la tendance et qu'à mon tour, je montre aussi les dents et que je morde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai été déscolarisé pendant longtemps. J'ai été ensuite dans un foyer de rupture. C'est un foyer qui est censé qui est censé te faire réfléchir sur ton parcours, sur ton futur, sur ce qui t'a conduit là aussi. Et c'est un foyer où on est un peu privé finalement de contact avec l'extérieur. Ça s'est pas bien passé non plus, vous vous en doutez. Et j'ai atterri dans une dernière famille d'accueil chez qui je devais rester initialement que 15 jours avant d'aller dans le sud, dans un autre foyer avec un cadre un peu plus strict. Et cette famille d'accueil s'est battue pour me garder chez elle. Donc le jour où l'éducatrice est revenue au bout de 2 semaines, elle s'est interposée, elle a dit qu'il fallait que je reste ici, que j'étais mieux ici, qu'elle n'avait pas besoin de m'emmener encore dans un autre foyer. Et donc, l'éducatrice a appelé son chef de service à ce moment-là, et son chef de service lui a dit, je cite, bah, pour une fois que quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas. Et j'y suis resté jusqu'à ma majorité, et j'ai terminé mon placement sur des années extrêmement positives pour moi, avec une femme et une famille extrêmement aimantes. Voilà mon parcours. Merci. Donc effectivement, un parcours qui explique votre engagement sur beaucoup de questions sur la protection de l'enfance aujourd'hui. Madame Vera Briand, vous êtes en charge de la protection de l'enfance en Ille-et-Vilaine. Combien d'enfants le département suit-il aujourd'hui et dans quel type de structure? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le cas spécifique de l'Ille-et-Vilaine? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le département, je voudrais d'abord dire sa démographie, c'est 1 100 000 habitants, un tiers à moins de 21 ans, donc un département jeune, on va dire. Un département jeune, et dans ce département, nous avons 3100 enfants qui bénéficient de mesures éducatives à domicile, donc qui sont accompagnés par des travailleurs sociaux dans leur domicile, chez leurs parents. Donc c'est un travail qui se fait avec le consentement des parents. Et nous avons 3300 enfants confiés. Sur ces 3300 enfants confiés, il y en a 51% chez des assistants familiaux. Les assistants familiaux, c'est à peu près 850 assistants familiaux dans le département, avec les mêmes problématiques que dans les autres départements au niveau de la pyramide des âges aussi, des assistants familiaux, donc en difficulté de recrutement. Et les autres enfants sont dans des MEX, donc dans des maisons pour enfants à caractère social ou dans des lieux de vie. Nous avons 5 lieux de vie, donc c'est des unités plus petites, et en particulier un lieu de vie qui est plus destiné à l'accueil jeune mère et avec enfants. Donc ça se répartit comme cela. On est toujours en continu dans la recherche de la diversification de l'offre pour répondre le plus aux besoins des situations. Et moi, ce que je souhaitais, puisque Lies l'a dit, il est sorti de l'ASE à 18 ans. Nous allons au-delà. Nous avons dans ces 3300 enfants qui sont confiés, nous avons 512 jeunes majeurs
que nous accompagnons donc jusqu'à 21 ans, et voire même parfois un peu plus au-delà de 21 ans s'ils sont dans une scolarité qui les amène au-delà pour terminer la scolarité. Et dans ces 3300 enfants confiés, il y a 675 mineurs non accompagnés. Donc ce sont des jeunes d'origine étrangère, coupés de tout lien familial, donc qui sont reconnus mineurs, qui sont accueillis dans notre département. Et dans ces 675 ménages, j'aime bien le souligner aussi, nous avons 226 majeurs. Oui. Nous ne les mettons pas forcément à la porte à 18 ans. Nous allons, dans la mesure où il y a un projet éducatif, il y a un projet de vie derrière, nous essayons d'être là. Donc voilà, c'est un peu le tableau. Et j'ai juste, alors, je n'aime pas trop focaliser sur les chiffres, mais ça me semble quand même important de le dire. La protection de l'enfance chez nous, dans le département, l'année dernière, je ne vais pas parler des chiffres de 2020, puisque le budget n'est pas encore voté, il le sera au mois de février. C'était 150 millions d'euros à peu près, dont 70 millions pour les établissements et 13 millions pour les mesures éducatives à domicile. Merci pour ce tableau précis. À vos côtés, Gwenaëlle Le Gall. Donc, vous êtes mère de 4 enfants et vous avez choisi de devenir assistante familiale. Comment vous pouvez nous expliquer ce choix et qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien, au sein de votre famille? Alors oui, j'ai 4 enfants, 4 filles, dont un enfant en situation de handicap. Donc j'ai commencé par arrêter de travailler à l'extérieur pour le handicap. Je me suis occupée d'enfants comme assistante maternelle, mais j'avais d'autres désirs d'accompagnement qui sont intimement liés à mon histoire personnelle, mon histoire de vie, mon histoire familiale. J'ai un oncle qui a été placé à la DAS, puisque c'était la DAS à l'époque. Contraint, d'une manière contrainte, en fait, une histoire de secret de famille que je portais, puisque c'était l'histoire de ma grand-mère avec laquelle j'étais intimement liée. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai été amenée à penser, à accompagner des enfants en difficulté, mais pas seule. J'en avais beaucoup parlé avec mon époux, qui est issu d'une grande famille. Ils sont 7 enfants. Et puis avec mes enfants, parce que c'est pas anodin d'accompagner, d'accueillir à son domicile, au sein de sa famille, un enfant qui a son histoire, son bagage, ses difficultés, et qui va vous ramener à vos difficultés à vous. Voilà, donc j'ai cheminé avec ma famille, puisqu'on parle d'assistant familial, c'est le terme administratif, mais on parle quand même bien de famille d'accueil. Voilà, donc c'est une aventure familiale. Merci. Alors, la protection de l'enfance, c'est une politique qui est décentralisée. Alors, c'est une question qui, par exemple, pour vous, Lies Loufoque, doit être posée. Pour vous, c'est une politique qui devrait être plus dépendante de l'État pour aller vers une meilleure harmonisation. Et en même temps, la politique départementale, c'est aussi un gage de proximité. Donc, je voulais vous faire un peu réagir sur cette question. Lies Loufoque. C'est vrai que la protection de l'enfance est une compétence départementale, mais à plein de niveaux, on se rend compte que l'État, de par ses compétences propres, que ce soit l'éducation nationale, la santé, la justice, puisqu'il faut rappeler quand même que les enfants qui sont aujourd'hui placés à aide sociale à l'enfance le sont majoritairement sur décision d'un juge des enfants. Et donc c'est le ministère de la Justice qui aussi a en charge une partie de cette compétence-là. Pourquoi moi j'arrête pas de plaider pour qu'on renationalise cette politique publique et que l'État récupère la protection de l'enfance à ses compétences? Pour la simple et bonne raison que
Aujourd'hui, quand on entend les témoignages d'enfants placés, et moi je dis pas enfants accueillis, je dis bien enfants placés, c'est un choix et c'est pas anodin non plus. C'est parce qu'on nous met quand même essentiellement là, enfin, de plus en plus, en tout cas, on a cette logique gestionnaire qui pèse sur la protection de l'enfance et qui fait qu'on nous met là où il y a de la place, c'est pas forcément là où les personnes sont susceptibles de répondre à nos besoins. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Mais on se rend compte dans les témoignages d'enfants placés, qu'ils aient été placés à la DAS ou qu'ils aient été placés à l'assistance publique ou à l'ASE, qu'il y a énormément de similitudes dans les récits, qu'il y a énormément de similitudes dans les problématiques rencontrées à un moment donné dans le parcours. Beaucoup de violences, par ailleurs, de violences institutionnelles. Des enfants placés sont parfois violés dans des foyers, parfois maltraités par des éducateurs ou par des familles d'accueil. Ça fait quand même des dizaines et des vingtaines d'années qu'on en parle, et aujourd'hui, pas grand-chose a évolué. Pas grand-chose a évolué, pourquoi ? Parce qu'on a 101 départements en France, et que chaque département aujourd'hui peut administrer son territoire comme il l'entend, comme il le souhaite, et peut aussi décider, pour les sujets qui touchent à la protection de l'enfance, ce qu'il compte faire, ce qu'il compte mettre en œuvre. Et on a très peu d'homogénéisation finalement sur le territoire national des dispositifs qui seraient des dispositifs adaptés aux enfants, innovants, etc. Donc si on part du principe qu'on a 101 départements en France et 101 politiques publiques différentes, puisque c'est aussi ça cette réalité, ça a des impacts très compliqués pour nous, puisque, on le sait, on a aujourd'hui en France une personne sans domicile fixe sur 4 qui a eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. En Bretagne, il y a des contrats jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Dans d'autres départements, il n'y en a plus. Il faut savoir que les contrats jeunes majeurs ont baissé de 6% en une année, ce qui n'est pas anodin. Et la proximité, pour revenir à la décentralisation, n'a pas non plus fait ses preuves d'une plus-value pour les enfants. Quand on voit que moi, j'ai été placé dans 4 départements différents, enfin, en tout cas, j'ai été placé dans les Yvelines d'un point de vue administratif, mais les lieux de placement où j'ai été ont été dans 4 départements différents. On ne peut pas parler de proximité, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, la proximité dans certains territoires, elle ne veut pas dire grand-chose quand on sait que les familles d'accueil doivent faire 50 km en voiture pour rejoindre le pôle de l'aide sociale à l'enfance ou autre. Donc pour moi, la proximité n'a pas forcément une plus-value, mais par contre, l'harmonisation des politiques publiques, des dispositifs, est aujourd'hui primordiale. Donc ce qu'on demande, c'est assez simple, c'est que l'État récupère la protection de l'enfance à son portefeuille, crée une agence nationale de contrôle, parce que l'autre problème structurel que pose la décentralisation, c'est sur le volet législatif. Les parlementaires, aujourd'hui, quand ils se saisissent de la protection de l'enfance dans le débat parlementaire, ne peuvent pas imposer tout un certain nombre de mesures au département pour rendre le système plus égalitaire, puisqu'il y a ce principe constitutionnel de libre administration qui fait qu'on ne peut pas faire peser de dépenses supplémentaires sur les départements, en tout cas sans leur accord. Oui. Donc voilà, pour moi, la renationalisation de la protection de l'enfance a tout son sens. Pour notre propre sécurité, par le biais d'une création d'une agence nationale de contrôle, par le fait de rendre obligatoire les accompagnements jeunes majeurs de 18 à 21, voire 25 ans, par le fait qu'aujourd'hui on sait qu'on a 70% des enfants placés qui sortent de l'ASE sans diplôme, donc s'il y a un vrai travail à effectuer avec l'éducation nationale, ce sera beaucoup plus évident de le faire s'il y a cette politique interministérielle qui est efficiente. Enfin bon voilà, je ne vais pas monopoliser, mais pour toutes ces raisons, c'est pour ça que c'est important de renationaliser la protection de l'enfance. Et j'invite les gens aux prochaines départementales aussi à interpeller leurs élus, parce que la politique publique de protection de l'enfance, pendant longtemps, elle a été un angle mort, parce que les personnes ne savaient pas nécessairement que c'était une politique publique qui était gérée par les départements. Et pourtant, c'est un coût, vous l'avez dit, Vera Briand, c'est un coût important pour les départements. Sur le plan national, c'est plus de 8 milliards d'euros, donc c'est quand même une politique publique dans laquelle vous investissez tous et de façon assez massive. Donc renseignez-vous pour les départementales, renseignez-vous sur les programmes, vérifiez que les enfants placés dans vos territoires soient bien pris en charge et bien protégés, et surtout regardez ce que vos politiques ont comme projet pour nous, parce que les enfants ne votent pas et donc vous le faites à leur place. Madame Briand, sur cette question de la compétence qui est votre quotidien. Tout à fait. Alors moi, je suis d'accord sur certaines choses. Pour la recentralisation, non. Parce que je suis persuadée, d'abord, l'article 1er de la Constitution acte la décentralisation. Et je pense sincèrement que les politiques sociales doivent être menées au plus proche des habitants.
Donc une politique nationale pour faire du social, je ne suis pas sûre que ça colle vraiment bien aux besoins du territoire. Par contre, je suis d'accord qu'il faut un socle commun. Il faut un socle de base, il faut un socle commun. Et ce socle commun, il doit se travailler entre les départements. Les départements sont fédérés aussi dans une association, l'ADF. Il doit se travailler avec l'ADF, il doit se travailler avec les équipes du secrétaire d'État. Voilà, il faut travailler, il doit en sortir des choses, il doit y avoir un socle commun. Par contre, et effectivement, Lies Loufoque l'a dit, c'est pas que la protection de l'enfance, c'est pas que le département, il y a d'autres acteurs qui interviennent et parfois la protection de l'enfance, c'est le dernier rempart parce que tout le reste ne peut pas répondre à la hauteur des besoins qui sont énormes, et que ce soit au niveau de l'éducation nationale et que ce soit au niveau de la santé. C'est un sérieux problème aussi qu'il faut voir, et donc nous sommes souvent le dernier maillon à intervenir et à essayer de faire au mieux. Je dirais on peut toujours faire mieux, j'essaie de faire le mieux possible, effectivement. Mais par contre, moi, je pense que Lies Loufoque parlait de l'angle mort. Moi, je voudrais rappeler que Laurence Rossignol a tout fait pour sortir la protection de l'enfance de l'angle mort des politiques publiques. Hein. Elle a fait un sérieux boulot et grâce à elle, on a quand même avancé et l'enfant a été replacé au centre des préoccupations, et le travail qui a été fait sur les besoins fondamentaux de l'enfant est particulièrement important. Donc, c'est à nous, c'est au département de s'en emparer. Bien sûr, c'est perfectible, notamment dans la mise en place des projets pour l'enfant. Alors nous, on l'appelle en Ille-et-Vilaine le projet pour l'enfant et sa famille. Il faut qu'on arrive à le déployer davantage que ça se fait actuellement, mais c'est en cours de travail. Et moi, je suis très attachée depuis le début du mandat, et je pense qu'on fait du bon boulot dans le cadre de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, parce que cet observatoire, ça veut bien tout dire, observatoire, c'est connaître les besoins du territoire, peut, dans le cadre de groupes de travail et dans le cadre de projets, faire avancer les choses au plus proche des besoins. Et tout à l'heure, nous en échangions en aparté avec Lies. Moi, ce qui m'importe et qui est un peu mon dada, et j'espère qu'on arrivera à avoir cette représentation avant la fin de mon mandat, c'est la représentation des anciens enfants placés, parce que j'aimerais bien entendre leur voix, j'aimerais bien avoir leur avis et j'aimerais bien entendre aussi leurs propositions. Ça, c'est un peu le maillon manquant, mais dans cet observatoire, nous avons aussi des représentants de familles, nous avons, voilà, et je suis vraiment très, très, très attachée. Il y a eu, au cours de l'année 2019, il y a eu tout un tas de travaux qui se sont faits au niveau national, dans lesquels nous étions représentés, et notamment des travaux où nous étions très assidus dans le cadre de la démarche de consensus autour du placement familial, du placement à domicile, de l'accueil à domicile. Et là, nous sommes très engagés. Et nous avons la visite, ça a été dans vos colonnes ce matin, la visite du secrétaire d'État, Adrien Taquet, lundi. Donc ce rapport national de la démarche de consensus va lui être remis dans nos locaux. Mais ce sera aussi l'occasion pour nous de lui parler de cette nouvelle expérimentation sur laquelle, je reviens encore à des chiffres, mais c'est important de le dire, nous mettons dans le budget de 2020 500 000 euros. 500 000 euros pour travailler autrement dans l'accompagnement à domicile. Ça s'appellera la mesure unique, et pour mieux adapter nos interventions, moduler les interventions en fonction des besoins. Donc on est toujours, la proximité de terrain permet cette innovation. Merci. Madame Le Gall, vous avez un avis sur cette question, vous ? Alors moi, j'entends bien effectivement recentraliser pour que chaque enfant ait les mêmes chances. C'est vrai que la loi, elle doit être la même partout pour tous les enfants. Maintenant, je vais parler juste de ma posture d'assistante familiale. Je ne suis pas politique. Et c'est vrai que la proximité pour nous, elle est importante. On a besoin d'être en lien direct
avec les services, on a besoin d'être épaulé, on a besoin de travailler en équipe pour choisir le meilleur moyen d'accompagner les enfants et pour pas être dans la maltraitance. Parce que ça, effectivement, il y a des dérives, il faut pas les nier. Mais cette proximité avec les services de l'aide sociale, avec une politique départementale, elle est pour nous nécessaire. Maintenant, je ne sais pas comment... Enfin, peut-être que je me disais une co-titularité avec l'État, parce que l'État peut prendre en charge, effectivement, comme tu le disais, l'IS tout à l'heure, elle doit avoir un œil sur ce qui se fait, si la loi est bien la même pour tous, sur tout le territoire, enfin, toute la France. Après, il y a les outils sont différents sur le terrain. On va avoir des besoins qu'on adapte en milieu rural ou bien dans les grandes villes. Les accompagnements ne seront pas les mêmes, les besoins seront différents. Et ça, on le fait dans nos petites régions. Mais les supports doivent être les mêmes pour tous. Et là, je pense effectivement au projet personnalisé pour l'enfant, où là, je suis en Ille-et-Vilaine, donc je sais que le département a bûché là-dessus. Et je sais aussi que tous les départements ont bûché là-dessus parce que la loi l'a ressouligné. Alors, c'est un travail qu'on faisait déjà, mais qu'on n'avait pas acté de cette manière-là. Sauf que, encore une fois, même si c'est pour toute la France, pour tous les enfants que c'est la loi et qu'on doit faire un projet effectivement pour l'enfant, il va être acté d'une manière très disparate d'un département à un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces outils ? Merci. Alors, en octobre dernier, le gouvernement a débloqué 80 millions pour 2020, comparé aux 8 milliards qui sont dévolus à ce secteur. Cette enveloppe a été jugée insuffisante par les acteurs de la protection de l'enfance. Quelles sont pour vous les priorités aujourd'hui à conduire et les solutions que vous proposez, Lies Loufoque? Déjà, pour réagir sur ce qui a été dit, renationaliser, ça ne veut pas nécessairement dire perdre en proximité non plus. À l'époque, c'était la DAS, c'était l'État. C'était pas la protection de l'enfance est devenue une compétence départementale après les lois de décentralisation dans les années 80. Avant, c'était l'État. Et on peut encore imaginer un dispositif, en tout cas un système qui permet d'avoir des services déconcentrés sur le territoire. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est quand même se dire qu'aujourd'hui, c'est un peu le jeu de la roulette russe pour nous. C'est en fonction du département dans lequel on est, on va avoir plus de chances ou pas que les autres. Et ça, c'est cette réalité qu'il faut prendre en considération. Et c'est ça auquel il faut, je pense, remédier en priorité. Parce qu'il n'est pas normal que si moi je suis né en Bretagne, j'ai plus de chances que mon camarade qui est né dans les Yvelines ou dans le Sud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi le principe d'égalité républicaine et je pense que ça c'est fondamental. Vous avez parlé des 80 millions d'euros, juste une petite précision quand même. C'est 30 millions d'euros qui sont dédiés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont dédiés spécifiquement au bilan de santé des enfants placés quand ils rentrent dans un parcours de protection de l'enfance. Et donc on déduit les 30 millions déjà d'une enveloppe globale destinée à la protection de l'enfance, puisque c'est sur des crédits ciblés. Et sur le reste, il manque 20 millions entre ce qui a été annoncé par Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, et ce qui a été voté au Parlement. Donc c'est 20 millions qui n'ont pas été votés par le Parlement, donc il a fait des annonces budgétaires qui ne correspondaient pas aux arbitrages qu'il avait reçus de la part du Premier ministre sur ses finances. Donc déjà, on a quand même un gros problème. Et je précise que ce secrétariat d'État, il a été créé l'année dernière parce que pendant 18 mois, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il n'existait plus. À l'époque, il était géré par Laurence Rossignol, l'ancienne ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, qui a fait certes un travail remarquable, mais qui n'a pas été suivi dans le temps, puisqu'on a eu cette coupure institutionnelle et on a perdu en efficacité sur 2 années. Voilà. Donc ça, je trouvais important aussi de le redire, que ce ministère, il n'a pas vécu sur tout ce laps de temps et qu'on l'a perdu et il a fallu se battre pour le réobtenir. Depuis, parce que ça fait 1 an que notre ministre a été nommé, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Pas grand-chose. Malheureusement, moi, c'est vrai que je suis assez critique sur son action, puisqu'on avait des attentes très fortes le concernant. Les 80 millions d'euros annoncés et après tout le bisbis qu'on a pu voir dans le cadre de l'examen au Parlement des projets de loi de finances, évidemment me conforte dans mon sentiment de colère vis-à-vis de lui, mais il n'y a pas eu que ça.
Il y a eu l'examen en début d'année d'un texte au Parlement sur les jeunes majeurs, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, une personne sans abri sur 4 dans notre pays est un ancien enfant placé. 70% des enfants de l'aide sociale à l'enfance sortent du dispositif sans aucun diplôme, donc avec un réel problème d'insertion et d'inscription même dans la société. Donc on avait voulu une loi pour rendre obligatoire la continuité de protection après 18 ans, comme le fait votre département, mais pour tous les départements. Et malheureusement, on ne l'a pas obtenu. Le gouvernement a déposé des amendements sur le texte, sur quasiment tous les articles d'ailleurs, et ils ont empiré la situation puisqu'ils ont créé une condition de temporalité de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance pour être protégé au-delà de 18 ans qui n'existait pas avant. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais on s'est quand même bien fait avoir là-dessus. Et puis il y a eu l'annonce à 80 millions qui était scandaleuse déjà en soi parce que le montant annoncé ne correspond pas réellement à grand-chose et c'est une goutte d'eau dans un océan. Donc les 80 millions qui ont été annoncés hors les 30 millions, c'est pour de la contractualisation. Donc le gouvernement a choisi comme méthodologie de travail jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, en tout cas, le principe de contractualisation. La contractualisation, c'est quoi? C'est le gouvernement, l'État, qui va dire au département, bon, bah, ok, on voit que c'est un peu compliqué pour vous et que vous ne remplissez pas vos missions totalement. Donc, on va vous donner une enveloppe, mais seulement si vous signez un contrat avec nous et seulement si vous vous engagez sur certains points. Cette modalité-là, elle est dérangeante pour plein d'aspects. La première étant que l'enveloppe budgétaire prévue n'est pas suffisante pour les 101 départements. 80 millions, vous faites le calcul, déjà il n'y a pas 80 millions, il y en a moins 20 et moins 30. Donc vous faites le calcul, il y a 101 départements, ça ne fait pas du tout, même pas 1 million par département. Donc on ne peut pas parler d'une stratégie nationale de protection de l'enfance si la totalité des départements ne peuvent pas contractualiser avec l'État. Et contractualiser, ça veut aussi dire marchander sur de la solidarité nationale. Et qui en sont les grands perdants? C'est nous. Donc depuis un an, il ne s'est pas passé grand-chose et on espère sincèrement que l'année prochaine, enfin en tout cas cette année, puisqu'on est déjà en 2020, il y aura un sursaut réel de la part du gouvernement sur ces problématiques-là. Vera Briand, sur cette question d'enveloppe et sur vous, les priorités que vous voyez à financer aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire que effectivement, c'est compliqué, cette histoire de contractualisation et le capage des 1,2% qui est imposé au département, le pacte de Cahors. Et c'est particulièrement compliqué pour les départements qui ont en charge les politiques sociales. Et les politiques sociales, on ne peut pas les contenir, on ne peut pas dire au suivant, il n'y a plus d'argent, voilà. Donc, et comme je vous disais, pour la protection de l'enfance, nous sommes un département jeune, donc forcément, enfin, puis c'est pas la même chose pour l'accompagnement du vieillissement, du handicap et de l'insertion. Enfin, je ne reviendrai pas sur tout ce que Lies a dit et que je ne peux qu'approuver. Je voudrais juste dire que cette enveloppe, c'est 80 millions ou 60 millions, ou voire moins, c'est pas pour tous les départements, parce qu'il n'y a que 30 départements qui seront retenus dans cet appel à candidature. C'est pas, voilà. Donc, je crois savoir aujourd'hui qu'il y a eu 62 réponses qui ont été reçues. On saura au mois de février, début février, ce qui en est vraiment. Toujours est-il que nous aussi, nous sommes inscrits là-dedans, parce que c'est ce jeu-là. Si voilà, nous sommes inscrits là-dedans, pas pour imaginer des actions nouvelles. Moi, j'aurais envie de dire pour faire mieux les actions que nous avons déjà en cours et pour aller plus loin, pour mieux les ancrer. Et donc, vous me posez la question sur ce qu'on compte faire. En tous les cas, travailler beaucoup sur la prévention, agir dès la toute petite enfance à partir de la naissance, donc sur le volet PMI, protection maternelle et infantile, accompagner au mieux cette toute petite enfance, accompagner au mieux les femmes, les jeunes femmes enceintes ou les jeunes parents d'enfants de moins de 3 ans. En faisant des interventions à domicile aussi, voilà. Je ne vais pas vous expliquer toute la palette. Soutenir les parentalités, parce que vraiment travailler en amont pour éviter les situations de crise, donc avec même pour aller plus loin, parce que ça peut aussi arriver, un parent a un problème de santé, personne pour prendre le relais, même essayer d'ouvrir un accueil de crise qui fonctionne 7 jours sur 7.
Bien sûr, travailler sur la santé des enfants confiés. Donc, avec la loi de Laurence Rossignol, il y a eu un médecin protection de l'enfance qui a été, c'est dans la loi. Nous, c'est d'avoir des référents médecins dans les établissements avec lesquels nous travaillons pour pouvoir faire le point régulièrement et pour travailler en intelligence aussi avec l'ARS, parce qu'on ne va pas le faire tout seul, tout ça. Donc, diversifier et vraiment, je reviens sur cette proximité, diversifier l'offre et mieux contrôler les lieux d'accueil, je le dis, hein, mieux contrôler. Moi, j'y suis particulièrement sensible bien sûr, il y a des situations parfois très douloureuses, hein, je ne dis pas le contraire, je ne me voile pas la face, mais nous intervenons et nous avons fait, ne serait-ce qu'en 2019, des audits et des interventions et des... Voilà, nous le faisons. Nous le faisons. Et accompagner le retour à domicile ou la sortie ASE. Et je voudrais juste dire, bien sûr, on a les contrats jeunes majeurs, mais moi, j'ai parfois des obstinations, comme ça, je me permets de le dire. Je voudrais mettre en place aussi un système de parrainage pour que le jeune, quand il quand il doit être autonome, puisse avoir une épaule, une écoute, un lien avec quelqu'un qui n'est pas un éduc. Parce que je crois que quand on a fait 18 ans ou 21 ans à l'ASE, les éducs, on n'a peut-être pas trop envie d'être tout le temps, bon, sauf quand on devient éduc soi-même, hein, mais c'est un autre cas de figure. On a oublié de préciser. Oui. Mais voilà, d'avoir une personne de confiance quand on a quand on a besoin de parler, quand on a besoin d'aide, ne serait-ce que pour faire un CV ou d'avoir un carnet d'adresses. Voilà, j'y suis très attachée. Madame Le Gall, là, sur cette question des priorités qui, à votre avis, devraient être prises en charge. Alors, je vais encore parler de ma posture, donc du coup d'assistante familiale. Effectivement, il y a beaucoup de prévention, de nouvelles mesures pour s'occuper des enfants en amont, mais il y a aussi besoin de beaucoup de personnel pour tout ça. Donc, on travaille aussi avec, pas que nous, avec la PAS, etc., des intervenants, donc. Mais on s'aperçoit, nous, sur le terrain, qu'il y a aussi de plus en plus de problématiques et des problématiques de plus en plus complexes qui ont besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. Et on constate aussi que les services de l'aide sociale à l'enfance dans les CEDAS sont en souffrance. On n'a pas assez de personnel, on a un turnover incroyable, on a de la fatigue, de la souffrance et du coup, ça vient impacter notre travail, nous, assistants familiaux, puisqu'on ne peut pas travailler seul sur le projet de l'enfant. C'est bien un travail d'équipe et on a besoin de s'appuyer aussi sur nos équipes. D'accord. Rapidement, une dernière question et puis on donnera ensuite la parole à la salle. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais la question des contrats majeurs jusqu'à 21-25 ans, c'est une question qui est très d'actualité. Rapidement, peut-être les uns et les autres là-dessus, vos préconisations. Vous, Lies Loufoque, c'est une question que vous portez beaucoup. Vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure. Voilà, quelle priorité sur cet accompagnement-là pour vous ? La priorité, c'est très très simple. Il faut faire voter une loi, celle qu'on n'a pas eue l'année dernière, pour obliger les départements à proposer une protection au-delà de la majorité, et cela jusqu'à 25 ans. Voilà, c'est la base. Parce que ici, j'imagine, dans cette salle, personne n'aurait l'idée, en tout cas je le souhaite, de mettre son enfant à la rue le jour de son anniversaire à ses 18 ans. Et nous, on est dans une situation de suppléance parentale. L'ASE supplée à nos parents, donc entre guillemets, à ce rôle-là vis-à-vis de nous. Et nous mettre à la rue le jour de notre anniversaire, c'est quelque chose qui est encore très fréquent en France et qui va l'être de plus en plus. Donc l'urgence, elle se situe ici. Et pas que, il y a d'autres urgences, mais celle-ci est celle qui me tient le plus à cœur parce qu'on endiguerait une population entière de personnes adultes aujourd'hui en grande souffrance. Merci. Vera Briand, vous avez un peu parlé des contrats majeurs déjà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, vous, que vous voyez nécessaires ? Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas fait des contrats jeunes majeurs une variable d'ajustement de notre budget. Bon.
C'est quelque chose d'important. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a le droit commun, il y a aussi l'accompagnement par l'aide sociale ordinaire hein, des jeunes. Il y a aussi des aides éducatives pour les jeunes. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on s'arrête à 21 ans, voire bon, on termine l'année scolaire. C'est pour ça que moi, je pense à ce dispositif de parrainage. Si maintenant il y avait une loi jusqu'à 25 ans, il faut aussi penser le financement qui va avec. Parce que voilà, on ne pourra pas aller jusqu'à 25 ans dans les mêmes dispositifs budgétaires. Hein. Voilà, tout a un coût dans la mesure où c'est fléché. Mais effectivement, pour vous faire une confidence, quand j'ai été élue en 2015, il y avait les Assises nationales de la protection de l'enfance à Rennes. Je débarquais avec mon habit d'élu et j'ai découvert toute cette réalité parce que je viens d'un milieu, je ne connaissais pas la protection de l'enfance dans le détail. Et effectivement, je rejoins Liès. Voilà, 21 ans, 18 ans, c'est particulièrement jeune. 21 ans, on est encore jeune. Et donc, je pense que moi, je suis attachée à ce dispositif aujourd'hui, à ce dispositif de parrainage et de solidarité. Et je ne désespère pas, ça va se mettre en place, puisqu'on a réussi à le mettre en place pour les mineurs non accompagnés. On a monté ce dispositif. Nous avons aujourd'hui des familles solidaires, une dizaine de familles qui accueillent les jeunes chez elles, mais une soixantaine de familles de parrainage qui s'engagent auprès de ces jeunes pour que ces jeunes puissent mieux prendre racine dans notre société. Donc, pour l'instant, moi, j'en reste là, puisque moi, je dis s'il y a une loi, je demande le financement. Vous vouliez réagir, Monsieur Loufoque? Oui. Cette question du financement, elle est très intéressante en fait, parce qu'elle illustre parfaitement ce dans quoi nous sommes pris aujourd'hui dans les débats politiques quand on vient de l'ASE. On a d'un côté les départements qui nous disent « moi c'est simple, je veux bien des nouveaux droits pour les enfants placés, d'ailleurs ce serait formidable parce qu'on reconnaît une situation de crise ». Donc ça, il n'y a pas de souci, mais du coup, disent à chaque fois, mais par contre, il faut que l'État paye. Donc on est déjà sur un flou au niveau des compétences, puisque, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas que la protection de l'enfance soit une compétence nationale. Vous préférez la garder dans les départements. Vous ne voulez pas que l'État reprenne à sa charge cette politique publique. Mais vous attendez de l'État un financement sur ce qui incombe à vos missions. Et donc voilà, et du coup, moi, ma question, et c'est ça qui me dérange un peu dans la logique, parce que l'État nous renvoie exactement aux mêmes problématiques. Hein. Quand on va demander plus à l'État nous dit « c'est pas moi, c'est les départements ». Quand on va voir les départements nous disent « c'est pas moi, c'est l'État ». Donc, où on se situe? Et est-ce que finalement, pour éclaircir un peu tout cela et remettre de la cohérence, même dans le financement, on n'irait pas renationaliser la protection de l'enfant? Je sais que je ne vous ferai pas changer d'avis, mais j'espère en tout cas pouvoir démontrer l'importance de cela aux personnes qui nous regardent. Non, changer... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si l'État aujourd'hui nous demande de remplir de nouvelles missions, aujourd'hui nous remplissons nos missions en protection de l'enfance, la majorité est à 18 ans, nous allons jusqu'à 21. Si l'État aujourd'hui, si maintenant on nous dit que la protection de l'enfance doit aller jusqu'à 25 ans, si c'est un texte de loi, il faut aussi mettre des moyens derrière. Aujourd'hui, moi je veux bien reconsidérer toutes ces choses-là. Je veux complètement. Aujourd'hui, moi, je ne demande rien à l'État. Je m'inscris dans les appels à projets, je m'inscris, nous accompagnons les MNA, nous faisons, tout à l'heure, nous en avons parlé, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de jeunes accueillis à l'hôtel hors période d'évaluation. Donc, nous mettons des budgets qui augmentent, au cours de l'année. Mais voilà. Chacun sa responsabilité. Bon, on vous mettra pas d'accord. Juste une dernière question à Madame Le Gall, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un enfant qui part? Comment on gère ça quand il a 18 ans et qu'il s'en va? Comment on fait? Alors moi, j'ai peu de recul encore. Oui, parce que vous êtes là depuis 4 ans. J'ai pas d'enfant à être parti, donc je vais pouvoir témoigner juste de ce que j'ai entendu de mes collègues. D'abord, le top du top, c'est de préparer le départ. C'est pas toujours fait parce que les situations sont toutes différentes. Mais on nous demande de préparer le départ si on parle justement des enfants qui vont avoir 18 ans. Alors, j'avais juste envie, une petite parenthèse, de
reposer la question à l'envers. On parle beaucoup de budget, effectivement, on est en politique, hein, c'est ça, des enveloppes. On investit dans ces enfants qui sont notre société de demain jusqu'à 18 ans, puis après on fait quoi? On ne va pas quand même investir 18 ans et puis pouf, plus rien. C'est un peu... voilà, faut vraiment y réfléchir. Moi, je ne me vois pas laisser effectivement mes enfants à 18 ans, ils ne sont pas encore assez solides. Il leur est demandé aussi de réfléchir à leur projet de vie, mais est-ce qu'ils ont la maturité et en plus de leur bagage à travailler, à avoir un réel projet de vie? Voilà, tout ça, ça se travaille beaucoup. Et donc voilà, on va nous demander de travailler là-dessus. Et parfois, si l'enfant n'est pas en capacité d'écrire son projet, de faire un petit courrier, on fait quoi? Donc on est assez démunis. Mais ce que je peux dire, c'est que de nombreuses familles d'accueil ne lâchent pas les enfants comme ça. Même s'ils n'en ont plus la charge, ces enfants-là vont aller à la source, en fait, là où ils peuvent retrouver une écoute, une oreille, une épaule, quelque chose de solide qui va les rassurer. Et du coup, ils rappellent, même parfois des mois ou des années après, même après une rupture fracassante, parce que arriver à 18 ans, c'est angoissant, ça fait peur, on peut l'entendre, on peut essayer de le comprendre. Et du coup, au lieu d'être abandonné, puisque c'est encore un abandon, on va tout casser, quoi, et partir avec fracas. Mais ces enfants-là, ils reviennent bien souvent. Merci beaucoup à vous trois. Je vous demande d'applaudir nos intervenants pour leurs échanges. Et on va passer à des questions à la salle, s'il y en a. Il y a des hôtesses avec des micros, je vois des mains qui se lèvent. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos interventions, tout d'abord. Merci à Monsieur Loufoque, qui a très bien parlé, pour ma part, je trouve, de la violence institutionnelle. C'est qui parle? Si vous pouviez peut-être vous lever. Ah oui. Attends, hop. Attends, tiens, chérie. Ah oui. Merci. Bon, je recommence. Bonjour à tous et à toutes. Et je voulais d'abord vous remercier, notamment Monsieur Loufoque, pour votre intervention sur la violence institutionnelle qu'on trouve, la violence entre enfants dans les milieux du placement. Et moi, j'avais une question. Je me suis dit, est-ce que dans les politiques publiques, dans les politiques territoriales, il n'y aurait pas une possibilité de mettre en place une cellule d'écoute pour les familles qui accompagnent les enfants et aussi pour les enfants qui sont placés, pour éviter justement cette violence dont on entend beaucoup parler dans les récits dont M. Loufoque a fait part et dans les récits qu'on entend très souvent. Voilà. Qui veut répondre à cette question? Je vais faire rapide, mais ouais. En fait, ce qu'on demande justement, c'est ça, c'est qu'il y ait cette obligation d'avoir des cellules de contrôle, à défaut d'avoir une agence nationale de contrôle. Je ne suis pas naïf, je sais que cette revendication-là, elle n'est pas portée plus que cela, et que le gouvernement, enfin en tout cas notre État ne le mettra pas en place avant des dizaines d'années. Mais en tout cas, qu'il y ait cette obligation pour les départements d'effectuer des contrôles, et si, parce qu'ils ne peuvent pas être partie, juge et partie, hein, dans certaines situations, quand c'est des foyers départementaux, c'est compliqué de dire aux départements, vos foyers, faut les inspecter, et voilà, donc il faut que ce soit indépendant aussi, enfin, il faut qu'il y ait une certaine transparence qui n'existe pas partout aujourd'hui. Certains départements ont décidé d'investir dans ces cellules-là, et d'autres ont fait le choix de ne pas investir et de ne pas les créer. Voilà, donc ça c'est une réalité. Après, sur la prévention des violences, ça me semble être la moindre des choses aussi que l'État se réinvestisse dans cette problématique-là par le biais des préfets. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les préfets ont aussi un rôle un rôle de police, entre guillemets, hein, pour la vie institutionnelle des foyers en protection de l'enfance. Ils peuvent décider de les ouvrir, ils peuvent décider aussi de les fermer. Et ça, les préfets sont très peu mobilisés sur ces problématiques-là, donc il va falloir vraiment mettre le paquet là-dessus. Et enfin, créer un cadre pour libérer la parole des personnes qui sont placées, des enfants qui sont placés ou des personnes qui ont été placées, c'est fondamental. En Gironde, qui est un département qui avait été tristement mis en lumière dans un documentaire sur les violences faites aux enfants placés, ils ont créé le Conseil départemental des jeunes de la protection de l'enfance. On pourrait penser que c'est un truc de plus qui se rajoute à la longue liste des conseils, mais là-bas, ils le font vivre. Ils ont investi du budget, ils ont investi de la présence du personnel, et les enfants sont élus dans les foyers et portent une vraie
vraie voix. Et moi, j'ai assisté à plusieurs de la réunion et c'est très fort parce que beaucoup de choses se disent là-bas. Et je pense que si les départements pouvaient prendre cet engagement-là de faire participer les jeunes à l'évolution des politiques publiques et en créant des cadres qui permettent de recueillir leurs paroles, ça permettrait aussi de faire avancer le dispositif. C'était peut-être la réponse, Madame Briand ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ilyes Loufoque et je suis attachée à cette... je pense qu'elle est importante, cette parole des jeunes. Cette parole, elle est importante. Je ne remets par contre pas du tout en question le travail des professionnels, que ce soit des assistants familiaux ou des personnes qui travaillent dans les services et les établissements, qui font un travail remarquable, un travail difficile. Mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on entende toutes les paroles, toutes les voix. Et pour rebondir sur quand il faut fermer, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé de fermer. Ça nous arrive de faire des inspections. Ça nous arrive de faire intervenir des cabinets indépendants pour aller voir. Voilà, je pense que c'est nécessaire et c'est salutaire. Si on veut que tout fonctionne bien, nous avons cette responsabilité et on ne peut que travailler dans de la bienveillance. Là-dessus, juste pour préciser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici peut-être qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est la protection de l'enfance en France. Il y a aussi un autre problème qu'il faut vraiment faire évoluer pour plus de protection, c'est les normes d'encadrement. Parce que quand vous mettez vos enfants aujourd'hui dans des centres de loisirs ou dans des centres d'animation, dans des colonies de vacances, etc., la loi, elle protège votre enfant parce qu'il a des droits et c'est évident, mais elle protège aussi votre enfant parce qu'elle va fixer des normes d'encadrement. Elle va dire il faut un professionnel diplômé pour un certain quota d'enfants en présence sur le lieu. En protection de l'enfance, ces normes ne s'appliquent pas. Ça veut dire qu'on peut avoir dans les établissements des personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas diplômées et qui travaillent quand même avec les enfants placés. Donc ça crée aussi des dysfonctionnements qui sont très importants. Donc la loi, elle doit fixer ces normes d'encadrement-là. Madame Briand, vous voulez compléter ? On aura une seule question ensuite parce que le temps passe. Pardon, je me permets quand même de rebondir parce qu'on a en tête cette émission de l'année dernière. Du centre de l'enfance de l'année dernière. Je peux vous dire que ça nous a secoué, ça nous a remué. Nous avons réagi. Un documentaire qui avait été diffusé. Voilà, qui a été tourné en Gironde. Nous sommes retournés vers tous nos partenaires, nos opérateurs. Nous avons demandé vraiment à voir exactement, pour être sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose sur les qualifications, sur le personnel, etc. Il y a quelques-uns qui sont dans la salle, ils s'en souviendront. Mais voilà, c'est quelque chose, effectivement, on ne peut pas se le permettre. Même si les métiers, même si c'est tendu dans les recrutements, dans les métiers. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. On ne recrute pas si facilement que ça. Pardon. Vous vouliez compléter, Madame Le Gall ? Oui, je voulais juste compléter parce que Madame parlait également des assistants familiaux. Est-ce qu'il y a une écoute aussi pour eux ? Je voulais juste souligner qu'au département d'Ille-et-Vilaine, nous avons la possibilité d'aller rencontrer une psychologue de notre propre chef. Alors bien sûr, il faut se saisir de cela parce que oui, les situations des enfants peuvent venir nous bousculer et il faut pas rester là-dessus pour ne pas rentrer effectivement dans de la maltraitance nous-mêmes. Et nous avons cette possibilité-là d'aller comme une bulle d'oxygène, en fait, de pouvoir parler de ces situations-là sans passer par la voie hiérarchique. Il y a également des petites choses qui se font dans les agences départementales pour nos enfants, parce que nos enfants sont impactés, pour notre famille tout entière, et un espace. Alors, il y a eu seulement deux choses de fait sur Redon et Vitré, il me semble. Là, on est en train d'essayer de mettre en place quelque chose sur le pays de Brocéliande et d'être à l'écoute de nos enfants également. Ça permet un équilibre et de pouvoir mieux accompagner. Effectivement, il faut aussi avoir en tête qu'il faut prendre soin de soi. Ouais. Merci. J'ai vu une main se lever. Si vraiment vous êtes bref. Rapidement, votre question, s'il vous plaît. Le micro arrive. Merci. Donc, Hélène Bréban, je suis assistante familiale. Je fais partie également de la Fédération nationale des assistantes familiales. Je voulais dire qu'effectivement, c'est un métier difficile, qui a été professionnalisé par un diplôme, mais malheureusement, d'un département sur un autre,
on voit qu'il y a énormément de différences. Donc là, déjà, il y a un petit souci. Comme disait Madame Le Gall, le départ des enfants peut être difficile, mais peut être amélioré si l'enfant a eu un parcours pérenne dans une famille où tout se passe bien, je l'entends bien. Lies Loufoque le disait bien, le fait de changer de famille, ça enlève des repères. Quand un enfant est bien dans une famille, le fait de le déplacer, ce n'est pas forcément un bien, et ça lui permet, quand il arrive à 18 ans ou à 21 ans, d'avoir la famille d'accueil comme personne ressource pour pouvoir se retourner s'il a des conflits avec sa famille naturelle ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Il y a énormément de choses qui vont bien. Je ne vais pas que du négatif. Oui, parce que c'est un très beau métier Mm. qu'on fait effectivement avec beaucoup de cœur. Et effectivement, c'est toute notre famille. C'est pas que moi, je vois mon conjoint actuellement s'occupe des enfants, comme le conjoint de Gwenaëlle. Mais c'est vrai que quand on vit des situations très dures, ils les vivent aussi. Ce que du coup, vous m'avez perturbé. Moi Ce que je sais, c'est que les turnovers au niveau des éducateurs, quand on voit des enfants qui ont à peine 4 ans et qui ont déjà eu 5, voire 10 éducateurs, c'est compliqué. Nous, on est la base de leur vie, s'ils sont là chez nous depuis longtemps. Et il faudrait qu'on nous écoute un petit peu plus, notamment au niveau du projet pour l'enfant. À la rigueur, qu'on en fasse partie, qu'on soit là pour le rédiger. Parce qu'un éducateur qui est là depuis quelques temps, une semaine ou quelques mois, et nous, on a l'enfant depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, on a la totalité de sa vie, et je pense qu'on peut avoir notre lieu aussi là. Et il faudrait vraiment qu'il y ait un lien qui soit fait avec des équipes. Donc il y avait des équipes avec qui ça fonctionne super bien. Il y a franchement des gens qui sont merveilleux. Mais il y a encore des petits... Il y a encore des améliorations à faire. Exactement. Merci pour votre témoignage, madame. Merci à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci. Si vous êtes intéressés par cette question, je vous remercie de ces échanges qui étaient très constructifs. Et si vous êtes intéressés par cette question, vous pouvez tout à fait retrouver les intervenants rapidement à la sortie. Merci à vous.